Chers auditeurs de Fréquence Soleil Vert, bonsoir. Durant leurs années d'études, de nombreux militants se forment sur le terrain en conférences et colloques. Ils sont calés sur tous les concepts politiques, médisent sur leur père, ces cucks embourgeoisés, jurent que jamais la société ne pourra les corrompre. Et pourtant, la plupart d'entre eux se réveillent entre 25 et 30 ans, 8 heures par jour devant un écran, dans une affreuse tour d'un quartier d'affaires quelconque. Le travail est le grand sujet absent de notre formation. Et il est la raison pour laquelle le militantisme ne dépasse pas pour beaucoup le délire étudiant. Pour parler de ce sujet avec moi ce soir, je suis avec Flanders Bonsoir. et avec Mattei. Bonsoir. Alors messieurs, chers camarades, si je vous ai convié ce soir pour parler de ça, c'est parce que vous avez une trajectoire professionnelle qui est un petit peu dans le cadre qu'on veut établir. Vous avez tous deux bossé dans le tertiaire, et puis vous avez choisi un moment de prendre une autre voie. Et alors pourquoi ? Parce que le tertiaire est une fabrique de névrose absolue. Je pense que le schéma classique de faire des études de merde pour atterrir dans un taf de merde qui n'a aucun sens en réalité, qui est juste envoyer des mails, attendre que ça se passe, faire un tout petit peu de relations pour se faire bien voir de son boss et écraser accessoirement ses concurrents en direct, donc c'est-à-dire ses collègues, rend fou. À partir du moment où on s'en rend compte, où un jour on se réveille, on se dit ce que je suis en train de faire n'a absolument aucun sens, n'a aucune destinée et je ne sers à rien. Et c'est, je vous le souhaite, de vous réveiller, mais c'est un jour douloureux de vous rendre compte que vous ne servez à rien dans une chaîne de production complètement dantesque et que en fait vous êtes un maillon et que si vous n'étiez pas là, ça ne changerait pas. L'entreprise ne s'arrêterait pas de tourner, le monde ne s'arrêterait pas de tourner, rien ne se passerait. Alors c'est vrai, pour cibler un petit peu notre sujet, il existe encore des tas de métiers du tertiaire qui sont encore des vrais métiers. On peut penser à la condition d'avocat, de notaire, j'en passe et des meilleurs, des professions qui sont encore un peu préservées. Mais ce dont on parle, c'est vraiment la majorité du genre. On a l'impression que le prolétariat a disparu parce qu'il a quitté d'abord les champs au 19e, puis maintenant il a quitté les usines à la fin du 20e siècle. Et en fait, on constate que le prolétariat a pas disparu, il a muté. En fait, il est plus derrière ni au champ, ni derrière la machine de production en chaîne, il est derrière son écran 8 heures par jour. Et la plupart des gens, enfin, on a tous fait un peu de trajet dans des études, les facs, les machins des écoles. On voit qu'on fait tous 5, 6 ans d'études, sortant d'un master ou d'un truc un peu performant. On croit qu'on va être un petit peu les maîtres du monde et régner sur des salariés en col bleu. En fait, on est tous des cols blancs, mais en fait, comme tout le monde est col blanc, plus personne n'a un col blanc. Et donc, comme tu le disais, Mattei, on passe sa journée à envoyer du mail, à brasser du vent, et en fait à s'occuper pour s'occuper. Alors, est-ce que Flanders, t'as une analyse un peu pareille ? Très clairement, de toute façon, on est dans un système qui nous oriente vers ce genre de métier. On est quand même dans un système éducatif qui est totalement sclérosé à la base, puisqu'on ne forme les gens plus que vers le travail. Il n'y a plus, la notion d'éducation a totalement disparu. Aujourd'hui, on fait de l'instruction en but du travail uniquement. Ce n'est que ça, c'est pouvoir se positionner sur le marché du travail. Et aujourd'hui, on assume totalement le fait qu'on est dans un monde désindustrialisé, où le métier manuel n'existe plus, et on oriente les gens. Le but 100% au bac, de toute façon on est là que pour ça, c'est orienter les gens vers le tertiaire, puisqu'on ne mise plus que sur ça. Aujourd'hui, le blanc européen ne peut faire que du tertiaire, et on délègue tout ce qui est manuel aux Chinois, aux Bengalis, à l'autre bout du monde, parce qu'il coûte moins cher. Soi-disant, le blanc fait du conceptuel, même ça c'est plus le cas, maintenant on fait des travaux bêtes, on fait des bullshit jobs qui n'ont aucun sens, en fait c'est de l'occupation pour l'occupation, c'est-à-dire qu'on a des gens, on ne peut pas les tenir inoccupés parce que sinon ils ne peuvent pas consommer. Donc on crée des jobs qui ne servent à rien, qui sont plus souvent de l'assistanat, de l'assisté, en fait, c'est de l'assistanat de l'assistanat plus souvent. Et on se retrouve coincé dans cette névrose, à savoir effectivement qu'est-ce que je fous là. Et alors si vous voulez mieux comprendre, et si vous nous entendez, pour savoir si vous êtes dans cette catégorie de bullshit job, posez-vous la question de choses. Déjà, si votre poste est en anglais, très mauvais signe. Si vous êtes digital marketing manager, computer, machin, de la merde. Ça veut dire que vous ne servez à rien. Et deuxième chose, regardez votre fréquentation d'internet sur vos heures de travail. Si vous allez sur Facebook, sur vos heures de travail, si vous allez glander, si vous allez regarder les infos, si vous allez réserver vos billets de train, etc., c'est qu'on n'a pas besoin de vous dans votre métier.
et qu'en fait vous êtes là juste parce qu'il faut qu'il n'y ait pas non plus trop de chômeurs, et que, voilà, et que vous devez consommer, donc on va vous inventer un job en anglais, et à la fin vous allez toucher un chèque pour un travail que vous n'avez pas fait, et vous allez bêtement le dépenser en consommation. Alors ça, ça serait plutôt dans les grands groupes, il ne faut pas non plus aller dans l'exagération. Après, le problème, c'est que c'est tellement étendu que même les PME aujourd'hui, qui sont quand même 80% du travail en France, c'est les PME, on en arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est du service, on produit du service. Et même si tu travailles, parce que moi par exemple, je viens de quitter un emploi parce que je travaillais trop, et surtout je faisais un travail qui n'avait aucun sens en soi. C'est-à-dire que mon but c'était de former et d'encadrer des jeunes à faire un métier débile, à une formation à un métier qui n'était pas enrichissant, qui allait en faire des connards du monde moderne, et qui au final, c'est pas humain, c'est plus humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée effectivement de s'épanouir par le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune élévation au travail. C'est juste, tu fais telle activité dans le but d'encaisser telle somme à la fin du mois. Ça n'a aucun intérêt, t'es pas heureux, c'est totalement décalé de ta vie. Et bref, c'est aliénant. C'est le mot, c'est l'aliénation telle qu'elle a été dénoncée depuis longtemps, même pas par Marx, quand c'était l'industrialisation. Et aujourd'hui, on reprend, il y a de nouveaux penseurs comme Michela, comme Guilly qui en reparlent. Et c'est totalement ça, c'est-à-dire qu'on est dans une société totalement dénaturée, déconnectée du réel. On fait des travaux qui ne servent à rien, et en fait, l'utilité en fait est liée uniquement à la coordination de l'assistanat. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens assister pour des travaux qui n'existent plus. Donc il faut créer de nouveaux boulots d'assistanat pour on forme des gens à faire ce nouvel assistanat, ce qui engendre une infinité de chaînes d'assistanat, et c'est un enfer. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Et on est totalement sorti du réel, d'une sorte de matrice du travail qui est totalement déconnectée. C'est d'ailleurs assez amusant de constater que c'est une fuite en avant totale, puisqu'actuellement la tendance c'est de quitter les grands groupes, quitter les jobs traditionnels qui sont nuls, pour aller dans des startups. Alors la start-up, on pense que là c'est bien, ça va être des petites structures, on va peut-être avoir plus de prise sur le réel et on aura plus de responsabilités ou autre, notre travail aura plus de sens. En fait, quand on gratte un tout petit peu le vernis cool des startups, une fois que vous avez retiré le baby-foot et le smoothie le matin, c'est encore pire que le grand groupe, en termes de travail inutile, en termes de salaire mal payé, et en termes de... vous n'êtes qu'un tout petit maillon d'une chaîne où un créateur d'entreprise, par des levées de fonds artificielles, va gagner énormément d'argent. Et vous, on va vous expliquer que le stage c'est bien, parce qu'il faut être flexible, il faut continuer à rester souple dans son travail. Et ça avec l'horreur du néo-paternalisme, puisqu'aujourd'hui le patron, il est cool, c'est votre ami. Par contre, évidemment, parce que c'est votre ami, ça justifie que justement il ne vous paie rien et que vous travaillez beaucoup pour lui. Alors avant d'arriver sur le marché du travail et les études, il y a un truc qui me frappe pas mal, c'est que souvent quand nos grands-parents ils avaient le bac, ils n'avaient pas beaucoup forcément plus, et ils ont pu terminer à des postes bien haut placés, ou des bonnes conditions, ou vraiment des vrais métiers très intéressants. Nous, on est un peu les dindons de la farce, on est quand même tous poussés à faire au moins 3, 4, 5 ans, voire plus d'études. Et au final, on n'a pas forcément des boulots plus intéressants. Et en fait, comme vous le disiez, on a des jobs complètement vidés de sens. Comment on explique cette espèce de spéculation sur les études, de montée en puissance des écoles qui durent 5, 6 ans, etc., qui d'ailleurs coûtent un bras, on peut en reparler. À quoi ça sert? De fait, c'est que l'État s'est rendu depuis longtemps face au phénomène de délocalisation et de désindustrialisation, excusez-moi. Et de fait, il faut compenser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'envoyer les gens faire des formations tourneurs-fraiseurs, maintenant, on leur dit objectif bac, on veut un 100% bac, pour en faire des travailleurs du tertiaire, pour compenser le fait qu'il n'y a plus d'emplois que dans ce secteur-là, ce qui en fait des gens qui sont totalement en dehors de leur capacité, et on se retrouve coincé dans un système où ils ne peuvent faire rien d'autre, parce que de toute façon, c'est ça ou le chômage. Et comme tu le disais tout à l'heure, nos grands-parents avaient à peine le bac et avaient des métiers très respectables, à forte responsabilité. Avec l'effondrement des diplômes, actuellement, le bac ne vaut plus rien, donc vous êtes obligé d'avoir au moins une licence, sauf que la licence ne vaut plus rien. Vous êtes obligé d'avoir un master qui ne vaut plus rien non plus. Donc comme vous avez peur du chômage, vous vous enfournez dans des écoles de commerce à 10 000 € l'année. Alors mis à part si vous sortez d'HEC et encore, vous apprenez rien du tout non plus. Et vous finissez toujours dans un carrefour à faire du réassort, sauf que vous avez vaguement un nom en anglais, donc ça va. Et donc du coup c'est pareil, c'est toujours une fuite en avant.
où, en fait, dès le collège, quand on parle des quatrièmes techno, des SECPA, des voies professionnalisantes, c'est toujours les cassos du lycée, c'est toujours les mecs qui sont débiles. Non, toi, t'es inapte, hop, tu vas devenir menuisier. Alors qu'en fait, c'est ça la guerre totale, c'est le menuisier devrait être l'élite de la nation et tout le monde devrait se battre pour faire des formations professionnelles. Alors on va y revenir un peu après sur les métiers qu'on va conseiller, sur les filières qu'on peut conseiller, mais déjà, est-ce que vous auriez une liste de métiers à ne pas faire absolument? Je pense notamment, on va revenir sur le sujet de l'armée, la gendarmerie, de la police par exemple, mais pour rester dans ce domaine un petit peu du tertiaire, etc., je pensais notamment au métier de la FUSAC, dans la banque, peut-être dans les assurances, etc. Est-ce qu'il y a des métiers qui moralement, qui pour nous qui avons une conscience, qui sommes des militants nationalistes, est-ce qu'il y a des métiers qu'on ne peut plus faire? Parce que, avant que je passe le micro, Flanders, parce qu'on a souvent cette image, enfin cet argument de il faut être partout, il faut être dans tous les milieux, il ne faut pas laisser à nos ennemis le monopole d'un seul milieu, il faut entrer dedans, faire de l'entrisme, une loyauté de l'intérieur, on entend souvent ça, d'ailleurs on l'entend aussi en politique, mais c'est pas le sujet. Est-ce que c'est quelque chose de malin? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont absolument à condamner? Techniquement, sur cette question, c'est très simple. Vous lisez Léon Blois, il y a un moment, il a tout dit. Le fait est que l'entrisme, ça marche pas parce que si ces métiers, on les déconseille, c'est parce que ce sont des métiers qui sont une corruption. Et peu importe ce que vous en pensez, vous finirez par être vaincu. Si on incite pas les gens à aller à l'UMP pour faire de l'entrisme, c'est parce que tous ceux qui l'ont fait ont fini totalement corrompus. Et ça finit toujours comme ça. Donc il y a un moment, il y a des métiers, il y a des gens qui sont pas de chez nous, des communautés qui sont faites pour ces métiers-là, autant leur laisser. L'important, là encore une fois, c'est un déni du politique. C'est-à-dire que ces métiers qui soient pas entre nos mains, c'est pas un problème s'il y a une volonté politique derrière pour les contrôler. Ça se joue là en fait. Donc il ne faut pas y aller parce que l'idée c'est de se préserver. Nous sommes dans un espace qui est totalement corrompu. On doit se préserver au maximum les nôtres. Si on commence à accepter l'entrisme dans ces milieux-là, c'est la fin de tout. C'est-à-dire qu'on perd un des nôtres. Chacun de nous qui rentre par exemple dans la finance, dans la banque, c'est un militant qu'on ne verra plus. Très clairement, parce que c'est un militant qui va chez l'ennemi. Et je rajouterai également la publicité, et je suis bien placé pour vous en parler, puisque j'y ai fait un tour, hélas. Et j'y ai fait un tour parce que j'avais un profil assez littéraire et que pour moi c'était un bon moyen d'écrire. Enfin, je pensais bêtement. Et en fait, la publicité, typiquement, est le summum, avec certainement la banque et autres conneries de ce genre, mais est le summum de l'écrasement total, où en fait donc vous êtes un pion, vous avez une créativité proche de zéro, et accessoirement, vos idées politiques sont tellement, ou même vos idées tout court, votre mode de vie, votre pensée est tellement à l'opposé de ce qu'ils sont eux et de ce qu'ils promeuvent, que jamais vous n'arriverez à faire carrière dans ces métiers-là. C'est pour ça que je suis parti en courant très rapidement. C'est que si vous voulez percer dans la publicité, vous êtes obligé de collaborer, donc de baisser votre froc. Et donc, au fur et à mesure de petites trahisons raisonnables, de non, mais c'est pas vraiment ce que je pense, mais il faut bien bouffer, etc. À force, vous rendez même plus compte que vous ne pensez plus ça. Que toutes vos idées, tout votre idéal de jeunesse qui vous avait animé, vous l'avez complètement jeté aux orties parce que oui, non, mais vous comprenez, ma carrière, etc. Et que c'est typiquement ce genre de métier où on se dit toujours quand on est jeune, je serai plus fort que le système, je serai plus fort que la banque, j'arriverai forcément à me faufiler de l'intérieur et une fois que je serai aux manettes, je changerai la donne. Ça n'arrive jamais, jamais. Déjà parce que si vous restez intègre, vous n'arriverez jamais aux manettes, premièrement. Et deuxièmement, si vous arrivez aux manettes, il y a beaucoup trop d'enjeux et d'argent en cours pour que vous puissiez même juste prendre le risque de faire sauter la caisse. Alors je voulais qu'on fasse un petit aparté sur les métiers un peu des armes, parce que dans notre milieu, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu le seul terme qui est un peu utilisable. Dans notre milieu, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont un peu dans le mythe, qui ont lu beaucoup de l'Artegui, qui ont vu tous les films de Sean Dunfer, qui sont dans le mythe Algérie, Indochine, je sais pas quoi, qui aiment l'armée pour ce qu'elle a pu être pour notre pays. Et donc on a beaucoup de jeunes militants qui arrivés à un certain âge, préfèrent partir là-dedans. Et en fait, c'est, comme vous le disiez, c'est aussi un constat, c'est des gens qu'on ne revoit plus, qui partent faire carrière dans l'armée, qui changent. Alors qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à ces mecs-là? Alors, très clairement, il y a deux opposés aux militants. Il y a le gars qui est en prison, donc le militant bête, et le militaire. Parce que le militaire, c'est pas un militant, c'est une stricte opposition. C'est-à-dire que quand tu es militaire,
C'est-à-dire que tu choisis de servir. Mais servir qui? De servir l'ennemi. Tu m'aurais dit il y a 100 ans que je veux être militaire, j'aurais compris. Parce qu'il y a 100 ans, on savait encore le pays. Il y avait l'aventure coloniale, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, quand tu es dans l'armée, tu sers l'ennemi. Parce que quand tu fais la guerre pour Orange, tu fais la guerre pour Total, tu fais la guerre pour Bouygues. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu fais pas la guerre pour la France. Quand tu regardes qui on combat dans le monde, c'est une abomination. Donc déjà de base, les guerres que tu vas faire ne seront pas morales, tu vas y perdre ton âme. Et secondo, tu sers l'ennemi. C'est-à-dire que même si un jour, ça n'arrivera probablement pas, j'y crois pas, ça vient à péter, on t'enverra combattre tes frères. Et tu seras obligé de tirer parce que tu seras dans la merde. Donc il y a un moment, l'armée c'est la fin de tout. Le militaire, c'est pas un militant, c'est tout l'opposé, faut jamais l'oublier. Donc je déconseille à toute personne censée d'y aller. Ouais, on peut renvoyer nos auditeurs à plusieurs bouquins assez emblématiques, je pense notamment au Camp des Saints, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce chef-d'œuvre de Jean Raspail, prophétique sur l'invasion migratoire, la submersion de l'Europe par l'Afrique, guérilla également. On voit que l'armée en fait a ce rôle un peu trouble. Alors, il y a certains éléments de l'armée qui répondent très bien, mais en fait l'armée a ce rôle très triste de devoir à la fin étouffer et détruire les poches de résistance des Européens qui veulent résister parce que tout simplement l'État leur ordonne. On peut notamment renvoyer vers tous les livres sur le... Il y en a pléthore, je pense notamment à l'Artéguy, je l'ai dit, sur la guerre d'Algérie, où on voit la limite en fait de l'armée, même de très bons éléments qui peuvent très bien penser, qui tentent le putsch, qui tentent de s'insurger contre la fatalité, contre l'histoire, et finalement, l'armée reste un monde d'ordre, et le putsch, il n'est pas arrivé. On peut faire un petit aparté d'ailleurs sur la résistance entre guillemets des généraux aujourd'hui, puisqu'on a une pléthore de grandes gueules de généraux comme De Villiers ou Soublé qui ouvrent leur gueule, mais une fois qu'ils sont à la retraite. Parce que du temps de l'active, ces gars-là, on les a quand même pas beaucoup entendus. Et en même temps, De Villiers, par exemple, puisque c'est le plus célèbre d'entre eux, on aurait bien aimé l'entendre au moment du Kosovo, au moment de la Libye, au moment de la Syrie, à ce moment où est-ce qu'il fallait dire non. Bref, au moment où est-ce qu'il fallait un chef, parce que ces mecs-là se revendiquent chefs, ils veulent enseigner aux gens comment être des chefs, alors que du temps de leur service, ils ont été incapables de l'être. Ces gens-là étaient des fiottes qui ont servi aveuglement parce que d'un point de vue carrière, c'était beaucoup plus simple. Alors, je dis pas qu'ils n'ont pas fait des choses bien dans leur vie, je dis que par contre d'un point de vue politique, tout ce qu'ils ont à faire c'est fermer leur gueule parce qu'ils n'ont rien à enseigner aux gens. Ils ont tout trahi d'un point de vue politique. Donc, voilà. L'armée pour moi c'est fini. Dans le futur on ne sait pas, mais pour l'instant il n'y a rien à y faire. Si t'es paumé, tu sais pas quoi faire, fais la Légion, c'est toujours une bonne école, mais t'attends pas à faire quelque chose de bien, quoi. Alors pour clore la parenthèse, donc l'armée, je crois qu'on lui a fait, on lui a fait son sort. Reste la police et la gendarmerie. Alors là, c'est un sujet encore plus délicat, parce que le jeune idéaliste ou le jeune militant qui rentre dans la police le fait souvent pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il se dit, l'armée, je vais faire Vigipirate, je vais me faire chier, ou je vais aller défendre Arriva au Sahel. Alors que la police, je serai en première ligne contre nos ennemis, en banlieue ou autre. Donc en soi, la raison peut paraître louable, sauf que c'est très court-termiste, puisqu'en réalité, la police, certes, arrête des méchants, arrête des criminels, démantèle des réseaux de drogue, certainement. En revanche, la police, c'est accepter, ou la gendarmerie, même combat, c'est accepter d'être le dernier rempart de l'État. Et on l'a vu de nombreuses fois, et la façon la plus emblématique, je pense, ces dernières années, c'est les Gilets jaunes. Ou même la Manif pour tous pour quelques années avant, où c'est encore plus criant, où c'est des petits catocugs qui se sont retrouvés face à des gendarmes, mais dans une grande... mais choqués de se dire, mais les gendarmes, on adore ça, nous les gendarmes, pourquoi vous nous tapez dessus? Alors que les gendarmes sont soi-disant tous de notre côté, pensent bien, etc. Et là, ils se sont rendus compte que, pas tous d'ailleurs, malheureusement, mais ils se sont rendus compte que les gendarmes ne seront jamais avec eux, que la police ne sera jamais avec eux, que même s'ils pensent bien individuellement possible, en revanche, d'un point de vue travail, ils le feront jusqu'au bout, ce que d'ailleurs en soit tout à leur honneur, ils font leur métier, mais ne seront jamais du côté du peuple, et voilà, ils continueront à arracher des mâchoires à des gilets jaunes qui n'ont rien demandé, tout en acceptant les folies politiques et les laxismes judiciaires, donc en n'arrêtant pas les vrais coupables ou les vraies menaces. C'est le problème de la police, c'est que la police de toute façon c'est une création moderne, c'est Fouché, donc c'est quand même assez récent, en termes historiques, sur le long terme je parle, c'est une institution foncièrement légaliste, c'est-à-dire qu'ils sont du côté du gagnant. C'est-à-dire qu'en 41, ils étaient pétainistes, puis en 45 ils étaient gaullistes. Ces gens-là suivent le gagnant, ils n'ont pas d'opinion politique, c'est une institution. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens très bien là-dedans, c'est pas le problème, on ne juge pas les hommes, on juge l'institution.
Et l'institution est foncièrement mauvaise. C'est-à-dire que nous voulons faire tomber un système, eux sont là pour le défendre. Et qui pensent comme nous ou pas, bah, ils se battront contre nous parce que c'est ce que fait l'institution. Et ces gens-là sont formés à suivre. Bon, je crois qu'on a fait sa fête aux institutions. Pour apporter un petit bémol, un petit peu de modération dans tous ces discours-là, je pense que par rapport, que ce soit envers des grands groupes ou alors des grandes, voilà, des grandes structures professionnelles ou même des grandes institutions comme l'armée, la police, la gendarmerie, il est possible d'y faire un tour, mais il faut y aller avec une mentalité de pirate. C'est-à-dire que vous y allez pour choper des compétences, pour apprendre des choses intéressantes. On a tous des mecs qui sont passés juristes dans des grands groupes, chez Bouygues, chez je sais pas quoi, qui après ont pu créer une boîte, participer à un projet intéressant. Il y a des bonnes choses à apprendre, on dit pas l'inverse. Et pour l'armée, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a des caractères qui heureusement d'ailleurs, parce que c'est la grande histoire de France, c'est la grande histoire de l'Europe et de notre peuple, c'est qu'il y a des caractères qui sont fondamentalement aristocratiques, dans le bon sens du terme, qui aiment la castagne, qui aiment la guerre, qui aiment le défi. Et malheureusement, c'est des choses qu'on peut trouver quasiment plus qu'à l'armée. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne pourront de toute façon que faire un tour là-dedans pour apprendre, pour se dépasser, pour voir leurs limites, pour se découvrir, pour s'accomplir. Donc à cela on dit, pas de panique, ne devenez pas fou en devenant responsable RH dans un misérable site de la Poste ou quoi que ce soit. Faites-y un tour à l'armée, gardez bien en tête ce qu'on vous a dit, mais surtout sachez en sortir. N'essayez pas de faire carrière, car vous vous ferez bouffer. Comme tu le rappelais, camarade Mattei, le système vous trouvera, et si vous y restez, que vous voulez garder un bon esprit, vous ne ferez pas carrière, vous serez malheureux. Donc allez-y, chopez les compétences qu'il y a à apprendre. Et surtout tirez-vous le plus vite possible pour vous reconvertir autre part. Je pense, on a des camarades qui ont fait des tours à l'armée ou autre part, qui après sont partis, ont ouvert des boîtes de sécu, des boîtes de sécu, n'importe quoi, qui ont fait autre chose. Bon alors on a beaucoup décrié, on a beaucoup critiqué, maintenant qu'est-ce qu'on propose? Alors moi il y avait une piste qui me paraissait intéressante, c'est quelque chose que j'ai découvert malheureusement assez tardivement, c'est les petits boulots étudiants, même si on n'en a pas besoin, même si vos parents vous couvrent, parce que vous avez de la chance d'avoir des parents qui ont les moyens. Quand vous êtes lycéen, collégien si vous nous écoutez, lycéen, étudiant, que vous avez du temps et que vous avez besoin d'argent, faites des petits boulots. Alors, essayez de faire des boulots plutôt intéressants, serveur de café c'est pas le meilleur. Mais il y a des tas de petits boulots qui sont hyper intéressants à faire et qui vont faire découvrir un peu le monde du travail. Je suis entièrement d'accord avec Ravage. Effectivement, le job étudiant, je pense pour les auditeurs qui nous suivent, qui sont étudiants futurs col blanc, hein, on s'adresse vraiment à ces personnes-là, et donc qui sont prédestinés à avoir des carrières dans des bureaux, dans des open space, etc. Le job étudiant, en plus d'être une bulle de liberté, puisqu'en fait là vous découvrez le monde réel, enfin le monde qui n'existe quasiment plus mais qui existe encore, c'est-à-dire le BTP, l'usine, l'artisanat ou autre, ou n'importe quoi d'ailleurs, tous les métiers sont bons à prendre. Là, vous faites une tournée, et j'en parle d'autant plus que j'ai beaucoup pratiqué le job étudiant, étant jeune. Là, moi j'aimerais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en troisième année de fac, je me suis retrouvé à l'usine dans un abattoir de poulet. Donc je vous laisse imaginer la scène, quelque chose d'assez abominable. Donc 3-8, cadence infernale, odeur de poulet crevé partout, du sang partout, des tripes de poulet séchant sur des rouleaux, enfin une horreur. Une horreur. Et c'était juste après la réforme des retraites de Sarkozy. Donc en bon étudiant col blanc que j'étais, je me disais oui bon passer de 60 à 62 ans, qu'est-ce qu'on en a à foutre au final, si ça peut aider à la croissance ou payer une retraite, en fait peu importe. En revanche, quand vous travaillez chez Maître Coq et que vous voyez ça et que vous voyez des ouvriers serrant les dents, déglingués au bout de 20 ans de carrière, n'ayant plus une articulation qui tient debout parce qu'à force d'être courbés sur des chaînes de montage, là vous comprenez ce que c'est que de travailler 2 ans de plus. 2 ans de plus, c'est voilà, c'est 2 ans de plus en enfer, 2 ans de plus au Vietnam. Pour eux, ça veut vraiment dire quelque chose de travailler, de repousser la retraite à 62 ans. Et ça, je l'aurais pas compris en restant entre étudiants un peu CSP+, éduqués, enfin traînant en ville, etc. Il faut vraiment aller dans le fond des choses et en allant voir vraiment les plus humbles. Et surtout que ce sont des héros modernes, parce que eux, pour le coup, plus personne n'en parle jamais. Les ouvriers, notamment des blancs. Plus personne ne s'intéresse à eux, ils n'existent même plus dans les statistiques officielles, alors qu'ils existent, enfin ils représentent encore 25% de la population, je crois.
Et ces gens-là s'accrochent désespérément à des métiers infernaux pour que leurs enfants aient une vie meilleure. Et donc déjà, ça vous offre une très belle leçon d'humilité, parce que vous débarquez avec vos diplômes, votre grande gueule. Là, on vous dit non, fermez votre gueule et travaillez. Travaillez vraiment. C'est-à-dire pas se curer le nez dans un open space, c'est vraiment travailler. C'est-à-dire sortir de 8 heures de chaîne, vous êtes une épave. Et à ce moment-là, vous comprenez, en plus de l'humilité, vous comprenez le monde qui vous entoure. Et les choses qui régissent le monde, notamment les systèmes de domination, les systèmes économiques de domination, beaucoup plus que dans un cours d'économie à la fac. Vous comprenez que oui, un ouvrier qui bosse 2 ans de plus, c'est 2 ans de plus en enfer. C'est vrai qu'en plus, c'est là que vous retrouvez la mentalité qu'on vous dit à l'école, bosser pour pas finir au supermarché. Et c'est que le supermarché, la grande distribution, c'est également le nouvel enfer. Personnellement, j'y ai bossé pendant quelques mois, heureusement quelques mois d'ailleurs, parce que j'aurais pas supporté plus. Et c'est un enfer, c'est-à-dire qu'on a un système d'objectifs où les meilleurs, effectivement, deviennent la norme du mois suivant. Et c'est une aliénation au travail, c'est-à-dire que tu es concentré uniquement sur une chose, atteindre ton objectif, dans un boulot qui est stupide, qui n'a aucun développement, tu fais toujours la même chose. Et c'est une norme. C'est une norme, ce sont des gens qu'on ignore, dont on ne parle pas, ce sont des gens de tous les jours. Et on ne t'en parle que comme un enfer qu'il faut éviter. Et la réalité, c'est que ces gens-là, c'est la majorité. Le problème, c'est que ça devient la majorité des gens qui sont, comme dit le camarade Mattei, ce sont les gilets jaunes, c'est-à-dire que ce sont les gens du réel, les gens qui sont enfermés dans cette réalité qu'on ne montre pas, dans cette réalité qu'on cache en disant fais des études, fais des diplômes pour pas finir comme ça. Sauf qu'au final, même avec les diplômes, tu n'y échappes pas. Tu finis dans cet enfer-là. Alors vous me faites un peu chier parce que je voulais pas parler des boulots manuels et des petits boulots étudiants pour dire que c'est de la merde et que ça rendait fou, même si ça peut être vrai pour beaucoup d'entre eux. Mais parce que pour parler de mon expérience personnelle par exemple, c'est avec des boulots manuels, des boulots pas forcément d'ailleurs d'étudiants, mais des vrais boulots manuels, d'ouvriers, de monteurs de chantier, etc., que j'ai pu découvrir le plaisir de bosser avec ses mains. Alors nos grands-parents, nos grands-pères, encore une fois, on reparle d'eux, si vous les avez encore auprès de vous, vous avez cette chance-là, vous pouvez constater qu'ils savent faire 10 000 trucs avec leurs mains. Ils savent réparer des bécanes, ils savent construire une maison, ils savent faire un feu, ils savent quasiment tout réparer, etc. Ils sont hyper autosuffisants sur plein de trucs. Et en fait, ça nous paraît un espèce de fossé incroyable. On a du mal à se rendre compte de comment est-ce que ça se fait qu'ils savent toutes ces choses-là et que nous, on sait quasiment rien faire de nos mains. C'est à peine changer une ampoule. Et l'intérêt de ces petits boulots étudiants fait qu'on redécouvre qu'avec ses mains, on peut produire des tas de choses et surtout, on peut en vivre. Et retrouver une forme de dignité. Je me permets juste, Ravage, quand je parlais de l'usine tout à l'heure, il n'y avait aucune condescendance là-dedans. Au contraire, j'ai découvert à l'usine, comme j'ai découvert dans d'autres métiers qui sont soi-disant ingrats, qui sont soi-disant des enfers, etc., de la vision marxiste du capital. En revanche, j'ai découvert des gens dignes, des gens solides et fiers qui... en fait, ont beaucoup plus de mérite et beaucoup plus de lucidité qu'un connard qui traîne dans un open space. En fait, le type qui travaille dans un abattoir de poulet, par exemple, j'ai bossé dans d'autres usines, je pourrais vous raconter d'autres anecdotes si ça vous amuse. Mais typiquement, ces gens-là sont très conscients de la situation, autant de leur situation sociale que de leur situation économique, et qui les dépasse largement. Et pourtant, ils ont vraiment une vraie vision de tout ça. Sont des héros parce que justement, c'est pas eux qui se plaignent. Hein. Vous allez vous farcir des collègues insupportables qui chouignent parce que aujourd'hui j'étais charrette, j'ai fini à 18 h, et quelle horreur. Là, eux, ils auraient vraiment les raisons de se plaindre, sauf qu'ils le font pas. Ils le font pas parce qu'ils savent humblement quelle est leur place dans la société. Ils comprennent encore le métier qu'ils font. C'est-à-dire, vous êtes dans un abattoir de poulet, le métier il est simple. Hein. C'est-à-dire qu'un poulet rentre vivant, il ressort sous barquette. C'est aussi pas plus compliqué que ça. Vous êtes dans un open space, la finalité de votre métier, vous l'avez pas. Donc ils sont en fait paradoxalement plus libres que beaucoup de cols blancs, plus lucides et 2 fois plus courageux parce qu'accessoirement ils offrent ça, et ça en ayant discuté avec des ouvriers justement en travaillant en usine, ils offrent ça à leurs enfants. Et c'est vraiment très beau de voir des gens qui effectivement souffrent physiquement au travail, luttent, et se disent non mais c'est pas grave, moi mon fils échappera à ça parce qu'il a pu trouver une formation, il a upgradé notre condition, et c'est le premier qui a le bac de la famille, c'est le premier qui est allé à la fac, etc. Donc au contraire, il n'y a absolument pas de mépris à être ouvrier, au contraire c'est plutôt des gens vraiment libres.
façon, l'open space, malheureusement, ce sont des jeunes, hein, malheureusement, ce sont les enfants de ces gens-là, en fait, au final, qui pensaient émerger et maintenant arrivent dans une nouvelle forme d'aliénation, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont échappé à l'aliénation de leurs parents pour trouver dans la nouvelle, et où l'open space remplace le travail à la chaîne. En fait, la forme change, mais le fond reste, hein. C'est-à-dire que tu es un esclave, comme on l'a dit en début d'émission, hein, comme il dit Ravage, tu es un esclave, mais en col blanc. C'est-à-dire que la notion de domination a disparu par rapport au col blanc, mais pour laisser place à un esclavage moderne encore plus débile, puisque tu n'as même pas l'affinité de ce que tu fais. C'est-à-dire que l'ouvrier, au moins, il sait pourquoi il participe à la chaîne. Aujourd'hui, nous, on ne sait même plus ce qu'on fait. Alors comme un peu comme alternative à ces deux enfers de l'usine et du col blanc dans son open space, d'ailleurs on en connaît, des mecs qui se sont reconvertis dans l'artisanat, dans les petits métiers, les plombiers, de l'ébéniste, etc. Ou des trucs un peu plus artistes, un peu de luxe, des serruriers aussi, ouais. Et qui arrivent en fait, alors que ça peut être un pari, qui arrivent très très bien à en vivre. Parce qu'en fait, il y a un manque criant, comme tu le disais au début, Mathéi, qu'on ne redirige pas du tout vers des filières d'apprentissage, vers des filières professionnelles type CAP, BEP, c'est un peu les cassos qui y vont, et c'est bien dommage, voire c'est quasiment en totalité que des immigrés, ou des fils d'immigrés, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et malheureusement, parce qu'il faut le dire, tous les mecs qu'on connaît qui sont là-dedans ont leur carnet, leur agenda qui sont complètement pleins. Et c'est amusant de voir aussi qu'on est dans une génération du pétage de câbles, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui sont en école de commerce, même à Polytechnique et à HEC, il y a beaucoup de gens qui pètent un câble et qui lâchent tout, soit pour retourner à l'artisanat, soit pour faire carrément le retour à la terre avec la permaculture. Vraiment, on est dans une génération qui voit le système tel qu'il est et qui n'en veut plus. On a une forme de rejet chez les jeunes parce que grâce aux nouvelles formes de communication, Internet, on a la chance de pouvoir savoir. C'est-à-dire que si tu veux faire l'effort de te former et de regarder le monde tel qu'il est, bah, tu peux le faire. Et les jeunes aujourd'hui ne veulent pas le monde qui vient. Ils n'en veulent pas. C'est justement là l'importance d'avoir pratiqué des petits métiers en étant étudiant, des petits jobs, même lycéen, pendant vos vacances, au lieu d'aller glander avec vos potes, vous allez bosser un mois et demi, 2 mois, n'importe où. Vous avez forcément quelqu'un à côté de chez vous qui cherche une petite main. Partout, toutes les entreprises cherchent des petites mains. Tant qu'à faire, si elles sont un peu câblées, un peu déterminées, un peu volontaires, c'est encore mieux. Et donc, pour revenir à ce que disait Flanders, c'est pour éviter justement ce burn-out, ce pétage de câble à 30 ans, qui peut être dramatique, parce qu'en fait, à 30 ans, vous êtes dans une autre démarche, vous avez peut-être potentiellement une femme et des enfants, vous avez potentiellement un crédit pour une maison ou pour autre chose, c'est très compliqué de revenir en arrière et de dire je lâche tout et je recommence. Si vous avez un peu en amont, étant jeune, donc sans trop de responsabilité ou de charge d'âme, regardez un peu autour de vous, vous avez dit j'ai bossé un mois chez un menuisier, c'est sympa ce qu'il fait. Je vois effectivement que malgré ce qu'on m'a dit au lycée, c'est pas un cassos, il n'est pas dans une voie de garage, qu'en fait il gagne très bien sa vie, que son carnet de commande est plein, qu'il ne connaît pas le chômage, qu'il ne connaît pas la crise, ça peut déjà vous faire réfléchir et vous éviter la grosse dépression à 30-35 ans qui peut être irrémédiable. Et accessoirement, ça peut vous apprendre des petits tuyaux, des petites choses. Rien que par exemple, conduire un camion. Je ne vous parle pas d'un permis poids lourd, hein, je vous parle juste de savoir conduire un 20 mètres cubes dans Paris. Ça a l'air très con comme ça, personne ne sait le faire. Et ce jour-là, le jour où vous vous dites, tiens c'est marrant, j'ai un copain menuisier, je travaille un peu avec lui, etc. C'est sympa ce qu'il fait, il a l'air d'être plus épanoui que moi quand je fais des stages dans le tertiaire. Est-ce que j'arrêterai pas tout de suite la machine et je suivrai pas moi-même un BEP, un CAP et je créerai une nouvelle voie finalement pour arrêter de suivre le troupeau et pour avancer selon moi, mes désirs, mes envies et mon intégrité. D'autant que l'intérêt de ces boulots, alors je sais plus nombre d'articles que j'ai vu à ce sujet-là, qui vous montrent que la liste des boulots qui vont disparaître dans les 5, 10, 15, 20 ans, en fait ça correspond complètement avec ces boulots qu'on décrivait au début, tous ces petits boulots du tertiaire, et quand vous y êtes, vous le sentez bien qu'ils ne servent pas vraiment à grand chose. Et la technologie est bien faite, l'intelligence artificielle, l'automatisation, l'optimisation des process fait que tous ces boulots-là un peu inutiles sont destinés à disparaître parce qu'ils vont plus être rentables. D'ailleurs aussi pour ça qu'on commence à parler un peu de revenu universel. Alors que tous ces boulots, plus d'artisans, plus concrets, où vous voyez vraiment ce que vous faites, a priori ils vont être beaucoup moins touchés par la crise, par l'évolution de la technologie, ou par des coups durs qu'on pourrait traverser. Donc c'est aussi l'intérêt de ces boulots-là, c'est qu'il y a paradoxalement une plus grande sécurité de l'emploi,
il y a un vrai travail palpable, réalisable et qui est quasiment garanti. Oui, de toute façon, c'est un système qui est vérifiable, hein. Quand tu regardes, par exemple, dans les cités, ceux qui travaillent, bah, c'est ceux qui ont leur propre entreprise. Et en fait, ils travaillent par le biais de la communauté. C'est-à-dire que la cité, les cités, les zones perdues de la République ont un double système économique. Il y a bien sûr l'économie souterraine et il y a le système des entreprises, parce qu'ils sont tous dans l'idée de posséder leur propre entreprise, de faire leur boulot à eux. Ils travaillent tous de leurs mains. Et du coup, ils arrivent à faire vivre leur communauté comme ça. Donc on sait que ça marche. Juste en fait, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité qu'on inculque à l'école. Et en fait, c'est ça qu'il faut combattre. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement pas encore très représentatif dans le hors-contrat, puisque le hors-contrat c'est quand même la contre-école. Et on a des initiatives qui se font. Et c'est un peu ce qu'il faut suivre, parce que malheureusement on n'a pas assez ça. Et malheureusement, dans un monde où la droite malheureusement est très embourgeoisée, on n'incite pas forcément les nôtres à faire ces métiers-là, alors que typiquement, on est, mais qu'on soit né riche ou pas, on n'est pas forcément fait pour faire avoir le bac, pour faire des études. Le travail manuel, ça n'a rien de déshonorant. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut réinculquer aux gens. Le savoir faire quelque chose de ses mains, c'est pas plus mal que de savoir penser. Surtout que je me permets de rebondir, pour être artisan, en réalité, enfin, vous êtes chef d'entreprise déjà, et vous pensez beaucoup plus que quand vous êtes dans un rouage d'une grande entreprise ou dans le tertiaire. C'est-à-dire qu'un artisan qui soit n'importe quoi, qui soit un cordonnier, il doit penser, il doit comprendre déjà son métier, le comprendre intellectuellement, comprendre la longue histoire de la cordonnerie, savoir quel est son marché, ses clients, ses potentiels leviers de croissance, etc. C'est ce qu'on vous apprend dans vos écoles de commerce, hein, c'est exactement pareil, sauf que, derrière, vous avez un vrai métier et une vraie finalité professionnelle. Alors, comme disait effectivement Flanders, c'est compliqué d'aller à contre-courant, notamment effectivement dans nos milieux bourgeois, conservateurs ou autres, de se dire où vos parents vont vous inciter à avoir un diplôme, votre milieu social va mal vous le regarder si vous leur dites que vous faites un BEP, emmerdez-les tous, parce qu'en fait, ouais, peut-être que quand vos potes étudiants en troisième année de licence qui se touchent la nouille vous diront ah toi ça se passe bien ton CAP, serrez un peu les dents, attendez 5 ans. 5 ans plus tard, vos potes seront au chômage ou seront dans des jobs de cassos, vous serez à la tête d'une entreprise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, 5 ans après, vous regardez qui est heureux entre les deux, quoi. Le travail, c'est un endroit où vous allez passer à peu près, grosso merdo, 70% de votre temps. Quand vous aurez à côté, en plus de ça, une famille, etc. à gérer, vous aurez de moins en moins de temps. Et d'où l'importance d'avoir dans son boulot un maximum déjà d'avoir un boulot qui a du sens et d'avoir autour de soi des collègues qui vous ressemblent et qui peuvent penser au maximum comme vous. Et donc là-dessus, on a plusieurs exemples de boulot plus ou moins communautaires, plus ou moins militants, plusieurs pistes qui peuvent amener à bosser dans un environnement qui soit plus amical. C'est vrai que l'environnement, ça compte, puisque même quand on est dans un job aujourd'hui, dans le tertiaire, on voit la différence quand on est une équipe de gens qui pensent comme nous, ou quand on est dans un espace avec des gens qui nous diront différents. Et rien que avoir la possibilité de s'exprimer au travail, en soi, c'est déjà une libération. C'est que ça n'existe plus. C'est très difficile aujourd'hui. Donc rien que le fait de pouvoir s'implanter, on va encore revenir au terme de milieu qu'on n'aime pas, mais bon, on n'a pas rien de mieux sous la main, je dirais. Mais dans une communauté, en fait, à savoir placer des gens que tu connais, en qui tu as confiance, travailler avec eux, pouvoir s'exprimer librement au travail, c'est une chance aujourd'hui qu'il faut savoir saisir. Puisque l'un des côtés mortifères du travail aujourd'hui, c'est qu'il est totalement décalé de la vie. Et donc, il faut savoir travailler dans la communauté, c'est-à-dire avec des gens que tu connais, qui sont fiables, en qui tu as confiance. Et je pense que ça, c'est aussi une chose importante. Et ensuite, du coup, c'est travailler ensemble sur quelque chose qui a du sens. Je pense qu'effectivement, cette idée de communauté est vitale pour la cause, pour le combat qu'on essaye de mener tous à son niveau. Je pense que ça passe. Militer, c'est pas seulement aller coller des affiches la nuit et boire des bières avec ses potes. Je pense que militer, c'est également avoir une unité de vie et aussi dans son travail, qui, comme disait Ravage, occupe bien 50% de notre temps. Et donc du coup, cet esprit communautaire, en fait, le métier pour travailler, c'est soit résister, soit collaborer. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez un métier qui a un sens, qui correspond un peu à votre vision du monde, à votre vision
économique du monde, à votre vision juste de rapports sociaux du monde, soit vous êtes une salope qui faisait de l'argent sur le dos d'autres personnes, et donc vous perdez très vite tous vos idéaux, et vous devenez plus ou moins une merde. Donc, travailler en communauté, c'est pas forcément... Moi, c'est clair. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément travailler uniquement dans une sorte de safe space où on est tous pareils, on pense tous pareil, etc. Même si c'est effectivement très vite invivable d'être le seul de sa boîte à penser différemment, à être être toujours à contre-courant, à toujours être le facho de service, ça peut vite être pesant, notamment quand il y a d'autres esprits communautaires qui rentrent en jeu dans certaines entreprises. Parce que c'est jamais vous qui serez sauvé, hein, c'est toujours pareil. Vous êtes toujours sur un siège éjectable. Mais c'est également pouvoir penser à long terme sur des questions de consommation, de clientèle, de travail au sens très large. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à notre camp. C'est ce côté extrêmement communautaire qu'ont certains groupes sociaux ou ethniques ou religieux en France. Nous on ne cède pas au travail. Pour nous, le militantisme s'arrête dès qu'on a quitté notre local, et après on redevient un petit connard standard, alors qu'en fait le militantisme c'est un travail de tous les jours, au quotidien, et surtout au travail. C'est par exemple, c'est une histoire qui avait fait beaucoup de bruit aux États-Unis il y a quelques années, quand un boulanger avait refusé de servir un gâteau de mariage, une pièce montée de mariage à un couple homosexuel qui venait de se marier, en disant je suis chrétien, je ne cautionnerai pas les mariages homosexuels dans ma boulangerie. Évidemment, ce pauvre boulanger qui était perdu au fin fond du Kentucky, c'est une histoire tout à fait anecdotique, mais qui a pris des proportions délirantes, puisque ce pauvre boulanger s'est mangé une avalanche de merde de tous les médias, de tous les groupes de pression, de tout le monde. Sa boutique a été attaquée, etc. Il a évidemment quasiment fait faillite, pour que 10 ans après, la justice lui donne raison. La justice américaine, la liberté aux États-Unis est encore un peu plus développée que chez nous. Donc la justice lui a donné raison. Sauf qu'évidemment, lui, il était terminé, il avait fermé sa boutique, il ne vendait plus rien, etc. La communauté, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce boulanger a eu le courage d'exprimer ses opinions, de vivre en accord avec ses principes. Ce jour-là, au lieu d'affronter seul la meute et du coup ne pouvoir pas tenir, ce jour-là, tout le monde aurait dû aller acheter un gâteau chez ce mec et continuer et dire ok, je vais pas aller chez mon boulanger traditionnel que je connais pas, je sais pas ce qu'il pense, machin. Lui, je sais ce qu'il pense, je sais qui il est, je vais en permanence chez lui. Et ça, on peut tous l'appliquer, même si on est dans des métiers qui n'ont pas forcément une vraie implication politique ou autre. On peut tous l'appliquer au quotidien, c'est-à-dire en choisissant nos fournisseurs, en choisissant nos clients, en disant ouais, alors lui, il est un peu plus cher que les autres, mais lui, je sais qu'il est comme moi, qu'il est de chez moi. Et donc c'est lui que je vais faire travailler, ça lui permettra à lui d'avoir des clients, d'avoir un peu d'argent pour pouvoir après derrière acheter d'autres choses, ainsi de suite, faire élever ses enfants correctement, etc. Et ça permettra à tous ces gens d'être libres face notamment à la pression médiatique ou autre. Et c'est un autre exemple que j'aimerais vous raconter ce soir, c'est, alors qui est également assez anecdotique mais assez révélateur. C'est il y a une dizaine d'années maintenant. Une dizaine d'années, Nolwenn Leroy, donc petite chanteuse, petite starlette qui sortait de la Starac ou je sais pas quoi, un truc comme ça, donc qui était avec elle vent en poupe, qui était jolie, qui chantait bien, très bien, sort un album sur un album de chansons traditionnelles bretonnes. Bon, très bien. Tout le monde, n'importe quelle personne sensée se dit bon les bretonnes, elles chantent en breton, ça me paraît assez logique. Tout le monde sauf Libération. Libération décrète que c'est un album pétainiste. L'affiche en quatrième de couve de Libération, la fusille médiatiquement. Et à partir de là, évidemment, tout le monde s'est couché. Sa maison de production l'a pas suivi. Elle-même s'est aplatie par terre. Sa carrière s'est terminée. Et maintenant, je sais pas ce que fait Nolwenn Leroy, mais elle doit chanter à la fête du boudin dans un supermarché. À Vannes, certainement. Donc je laisse imaginer l'horreur. Et c'est pile à ce moment-là que
si Nolwenn Leroy, ce jour-là, avait pu compter sur tous les gens qui se disent quoi, Libération vient de dire que c'était une pétainiste, Libération considère que chanter en breton, c'est les heures les plus sombres de notre histoire, très bien. Eh ben, nous, on va tous acheter l'album de Nolwenn Leroy. Et donc Nolwenn Leroy fait un très beau succès commercial parce qu'elle a vendu, on est peut-être 5, mais, mais imaginons qu'on soit beaucoup. Enfin, Nolwenn Leroy a vendu son album suffisamment pour pouvoir tenir économiquement. Et donc du coup, Libération et son venin disparaissent. Et je pense qu'il faut vraiment, voilà, le communautarisme, c'est penser d'abord au sien avant son intérêt personnel propre et penser à d'autres personnes. Voilà. Il faut vraiment intégrer cet esprit de communauté partout dans le travail, que ce soit autant au point de vue recrutement que d'un point de vue consommation, clientèle et autres. C'est vrai qu'on voit que c'est bien l'intérêt du système de toujours plus nous diviser. Quand on reprend les écrits un petit peu de l'ancien régime, on constate que n'importe quel Français de l'époque vit dans une communauté, dans un village, dans une paroisse. Il appartient à un corps de métier, il appartient à un ordre, il appartient à une paroisse, il appartient à tout. Il est toujours lié à un groupe, à une communauté qu'il soutient et qu'il compose et sur laquelle il peut compter. Et on voit bien que tout le travail du libéralisme depuis cette époque-là a été de toujours arracher ce français moyen à sa communauté d'origine. Alors ça a pu être d'abord religieux, après géographique, et maintenant c'est social. Il y a même plus de... On voit bien que là, d'ailleurs, avec la chute affreuse des syndicats, enfin affreuse non, qui a raison d'ailleurs, mais les syndicats ont complètement baissé en nombre, il n'y a quasiment plus d'adhésion, ils servent quasiment plus à rien. Donc voilà, c'est toujours l'intérêt du libéralisme, de toujours plus nous diviser pour nous rendre seuls et vulnérables. Et on voit bien, d'ailleurs, nous qui avons un petit peu de bouteille, tous les militants qui peuvent arrêter de militer du jour au lendemain pour des raisons louables, parce qu'ils ont charge d'âme, ils sont pères de famille, etc. C'est parce qu'ils sont vulnérables, ils ont peur de perdre leur boulot, parce qu'ils savent que s'ils perdent leur boulot, bah, ils le pensent, il n'y a personne derrière, et du coup après, ça roule plus. Alors l'alternative à ça, on l'a dit, c'est la communauté. Il y a un truc que j'ai quand même observé, c'est que de plus en plus, alors je sais pas comment il faudrait l'appeler, le white business, je sais pas comment on pourrait le dire, mais il se trouve que de plus en plus, notamment dans les petits boulots, le fait de pouvoir proposer un boulot de petite main tout en étant un Français bien élevé qui fait bien son boulot, ça devient une vraie rentabilité, c'est-à-dire quelque chose de vraiment rentable. Et je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là. Oui, c'est d'ailleurs assez étonnant de voir dans le monde professionnel se développer non pas un racisme en tant que tel, parce que c'est pas des gens particulièrement politisés qui tiennent ce genre de discours, mais un constat ethnique, disons, sur les capacités des uns et des autres à travailler. Et personnellement, en tant qu'entrepreneur, moi je suis assez choqué, dans le bon sens, entre guillemets, de voir certains clients que je ne connais pas me dire non, moi je veux pas travailler avec des Noirs ou des Arabes, texto, alors qu'ils ils risquent des poursuites en disant ça, hein, et parce que, sans être particulièrement des nazis d'extrême droite ou je ne sais quoi, mais juste un contrat très clair pour eux, un Arabe c'est un voleur, un Noir c'est un feignant. Et donc effectivement, je ne sais pas si c'est le terme, le white business, parce que c'est pas forcément affiché en tant que tel, mais le blanc a de l'avenir, et notamment le blanc qui est formé intellectuellement a de l'avenir parce qu'en fait on est les derniers à réfléchir, à se dépasser, à travailler correctement et à se donner au travail. Mais au-delà de ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on trouve dans presque toutes les sociétés, hein, même on dénigre le tertiaire, mais même là, la sélection reste la même. C'est-à-dire que aujourd'hui, le système s'adapte, le fait est que les gens veulent des gens fiables, donc malheureusement on prend des profils, ou plutôt heureusement d'ailleurs, on prend des profils blancs, et le système s'adapte, c'est-à-dire que maintenant on fait les CV sans photo, il y a mille et une techniques pour imposer la non-discrimination. Mais le fait est que le constat est le même chez les gens les mieux intégrés dans ce système dans lequel nous vivons, savent très bien que si tu veux que le travail soit fait, bah, tu prends un blanc. Tu prends pas un noir, tu prends pas un arabe, parce que tu veux quelqu'un de fiable. Donc tu vas prendre un mec qui est bien élevé, un mec qui t'insultera pas, un mec qui va pas te casser la gueule, un mec qui va pas voler. Donc voilà, tu vas prendre un blanc, un mec qui va pas te faire chier. D'ailleurs, cet esprit-là, il se retrouve dans les plus petites choses. Je pense notamment au site Le Bon Coin,
ou gens de confiance plutôt. Gens de confiance, ouais. Qui est, qui est rentré dans le milieu catho, etc. Mais c'est vraiment cet esprit-là. Cet esprit de trouver des gens de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire blanc, bien élevé, plutôt bien éduqué, qui a priori sera pas un voleur. A priori. C'est pas toujours le cas. Mais on pourra aller plus loin dans le domaine de l'école hors contrat, etc. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est une réalité qui était encore théorique il n'y a pas longtemps et qui est vraiment en train de devenir une réalité. Et c'est pas un mal, en fait c'est plutôt une bonne chose, parce que le réel revient, il revient au galop, et il y a des opportunités à saisir là-dedans, la crise est une opportunité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de balkanisation, mais en fait on est surtout totalement dans une américanisation. On y vit totalement dans une émergence des communautés en France, puisque face à une arrivée massive de gens non européens, non français, bah, on se retrouve à se replier sur nous, à recréer nos communautés pour pouvoir survivre tout simplement. Et on a une dynamique totalement américaine où on vit à côté, pas ensemble. Le vivre ensemble, c'est quand même un gros mythe. On vit à côté et donc du coup, on se retrouve forcé de faire travailler les nôtres parce que les autres, on ne peut pas avoir confiance en eux. C'est-à-dire que les autres, ouvertement, de toute façon, travaillent pour eux. Ils s'en cachent même pas. Hein. La plupart, quand ils disent nique la France, c'est pas innocent. C'est-à-dire qu'ils sont là pour ça et ils l'assument. Alors que nous, on a un devoir, c'est faire vivre les nôtres. Et on est en retard là-dessus. Mais le fait est que face à une réalité qui est incontournable maintenant, bah, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que tu fais travailler un blanc parce que tu sais que c'est le seul en qui tu peux avoir confiance. Il y a aussi une peur assez irrationnelle qu'on constate dans notre milieu, c'est la peur du chômage, je trouve. C'est qu'on a l'impression qu'on vit au Kenya, que si on n'a plus de chômage, au bout de 15 jours, on va être en train de mourir de faim, de peser 15 kilos et de caner. Pour le meilleur et pour le pire, la France est un pays de cocagne. La France est un pays qui est plein d'aides. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas de famille à gérer, etc., le chômage peut être un très bon ressort sur lequel vous reposez pour vous lancer pour une belle opportunité. Alors, sans louer l'assistanat, hein, loin s'en faut, effectivement, en fait, ce que veut dire Ravage, c'est que il n'y a aucune raison de se plaindre de son métier en France. C'est que si vous avez un taf de connard, cassez-vous, montez une boîte. C'est aussi simple que ça. Cassez-vous, rejoignez des initiatives qui sont en train d'émerger un peu de droite à gauche. C'est facile, parce qu'en fait, si en amont vous avez fait votre travail correctement de militant, et c'est toujours pareil, c'est le principe même de la communauté. Si vous, à 18 ans, vous militez, vous faites une bande, plus ou moins grande selon votre appartenance, etc. Mais vous avez une bande, vous avez des amis solides, des camarades solides sur lesquels vous pouvez compter. Au fur et à mesure de vos années de militantisme, il y en a qui vont se lancer, qui vont monter des boîtes, qui vont devenir artisans, qui vont tenter des choses, etc. En tout cas, ils ne vous laisseront pas tomber le jour où vous, soit vous êtes dans la merde, soit vous vous lancez à votre tour. Et en fait, dans un monde merveilleux, il faudrait que tout le monde, et c'est effectivement peut-être la seule opportunité qu'on peut voir à la crise actuelle, où c'est tellement baisé économiquement, qu'en fait on s'en fout, tout est possible. Vos études ne valent rien, on s'en fout. Votre taf est nul, changez-le. Il n'y aura pas de souci. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir une communauté ancrée derrière soi pour pouvoir tout de suite, commencer, suivre, être soutenu par tout le monde et tout se passera bien. Vous êtes serrurier, voilà, tous vos camarades militants et leurs proches et leurs proches de leurs proches ne passeront jamais par un autre serrurier que vous. Et même si vous êtes le plus cher du marché, tant pis, c'est vous qui veulent parce que c'est vous la famille, quoi. Et donc, monter une boîte, ça peut paraître impressionnant. En réalité, si vous vous appuyez justement sur cet esprit communautaire, alors on parle pas de monter des boîtes internationales, ça effectivement, on le laisse soit à des cadors, soit à des requins. Mais juste être indépendant et libre, et voilà, vous voulez monter un bar, montez un bar. Voilà, vous vous démerdez. Vous avez forcément dans vos contacts un mec qui a un peu de pognon qui peut vous suivre au début pour les banques. Et après, pour votre clientèle, vous avez votre communauté. Vous avez vos proches, vos camarades, vos amis, votre famille, machin. Et votre bar sera rempli tout seul. Vous voulez être serrurier, bam, pareil. Il n'y a aucune raison, quand on est formé politiquement, quand on est conscient de tout ça, aucune raison de se plaindre de son travail. Alors si, il y a des raisons effectivement familiales ou autres. Et encore, c'est encore des raisons qui sont relativement ténues. Mais il n'y a aucune raison. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, chers auditeurs, c'est lancez-vous, tentez des choses. Vous verrez que derrière, ça suivra parce que derrière, vous avez
et on pense toujours qu'on est tout seul dans ces trucs-là, vous avez toute une communauté, et on est beaucoup plus nombreux qu'on ne pense, qui sont prêts à vous suivre à tous les niveaux, administratifs, juridiques, financiers, juste d'être des clients, d'être des fournisseurs fiables, etc. Voilà, lancez-vous, vous montez une boîte, vous employez vos premiers employés, ce sont des gens de votre communauté, et ainsi de suite. Et vous apprenez que votre meilleur ami vient d'être au chômage pour une raison ou pour une autre, pas grave. T'as perdu ton permis parce que t'étais bourré au volant, ok, donc t'as perdu ton travail, très bien, viens bosser pour moi, tant pis. Voilà. Et donc, personne ne connaît le chômage si vous êtes bien entouré. En conclusion, camarade, ce qu'on peut te dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, et si on a une, insurge-toi contre elle. Tes études qui ne servent à rien, ton boulot qui t'ennuie, il faut que tu t'insurges contre eux. Crée ta boîte, crée ton boulot, milite, rencontre des gens, crée ta communauté, et en te basant sur elle, tout sera possible. Qu'à défaut de changer le monde, tu puisses dire dans 30 ans, le monde ne m'a pas changé.